Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Que cette journée est belle, un ciel bleu azur qui pour le moral et les défenses militaires, grâce à la vitamine B, le garant d'une bonne santé, le week-end approche et surtout nous avons rendez-vous avec vous, ce qui est d'ailleurs le plus important. Rendez-vous avec vous sous le soleil de la France libre avec le CNTF-CH et ses chroniqueurs du jour. Bonsoir Bruno, bonsoir Philippe, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à vous messieurs, dames qui nous regardez, soyez les bienvenus. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous. Voilà, en fin de semaine, donc on s'approche de Noël, bien entendu. Il y a des hauts et des bas avec la météo. On pensait être dans le froid, puis finalement on est dans le moins froid, donc tout va bien. Ah, ça dépend des régions évidemment. Là, je parle de la grande région Rhône-Alpes et de ce que j'ai pu entendre sur le reste de la France. Voilà pour le bulletin météo de la soirée. En guise d'introduction, quelque chose de à la fois drôle et triste, selon comment la position de l'observateur, comme on dit. Il s'agit d'une dame qui s'appelle Madame Debra Houry, H-O-U-R-Y, donc on a le nom. On a la source du blog qui a délivré l'information qu'on connaît, alors qu'on ne sait pas toujours si c'est 100% vrai ou 90% vrai ou pas vrai du tout. A priori, il y a forcément du vrai, sinon il y a longtemps que le blog aura fermé. Et ce blog parle très souvent des conditions réunies à Guantanamo, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui sont invités en ce moment sur le site de Guantanamo, qui est un site de détention tout simplement, hein, et qui est tenu par les chapeaux blancs, c'est-à-dire la partie positive de l'armée américaine. Donc voilà, donc il se trouve que dans cette prison, parce que c'en est une, hein, Madame Debra Houry, qui elle, y séjournait de façon provisoire, c'était une détention provisoire, et elle fait partie des 12 criminels Covid qui avaient été tout simplement mis dans cette prison, voilà. Hein. On l'a retrouvée mardi matin, donc c'est daté, c'est très clair, attaché les pieds et poignets et pieds liés, hein, si je puis dire, sur sa couchette, et elle était morte. Et en plus, elle était criblée de 150, à peu près 150 seringues qui avaient été mises en action, et c'était des seringues de la soupe anti-Covid. Voilà, donc c'est quelqu'un de probablement très vengeur qui a voulu faire ça. Au sein d'une prison, c'est forcément quelqu'un du personnel de la prison. Donc ça laisse ouverte la question de la surveillance, évidemment. Ça pose un vrai problème à Guantanamo. Mais cette affaire est quand même remontée par le truchement d'un journaliste habituel qui est un certain monsieur Baxter, qui semble avoir l'oreille, ou en tout cas l'oreille du FBI ou de différentes organisations américaines pour qui lui glisse des informations comme ça. Alors on ne sait jamais ce qui est vrai, ce qui est faux. Ça me rappelle un petit peu la fin de Rudolf Heiss dans la prison de Spandau en Allemagne. Il a été vacciné lui aussi? Non, il était suicidé tout seul. C'était une sorte de vaccination à l'époque. Là, on parle pas d'un suicide, on parle clairement d'un assassinat avec les pieds et les poings liés. Elle n'a pas pu se faire ça tout seul. Alors, il y a un homme qui a sûrement beaucoup d'humour, hein, qui dit que les 150 doses qu'elle a prises, la personne qui a fait ça, c'était pour vérifier qu'elle était bien à jour de ses vaccins, quoi, voilà. Donc, c'est un peu de cynisme. Donc, voilà. Vaccinal, complet. Merci Philippe. Merci Philippe. Alors moi, je vais dire deux choses. Première chose, je vais dire comme Patrick Juvet, où sont les femmes? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, dire mais il y a que des mecs ici, c'est pas possible. Mais pourtant au CNT-ACH, il y a aussi des femmes. Alors appel à toutes nos auditrices et à toutes les membres du comité d'installation et et même d'une manière plus vaste à toutes les membres du CNT-FCH pour venir dans l'émission. Mais je suppose qu'en ce moment elles doivent être en train de faire les courses pour Noël, pour acheter des cadeaux pour leur petit mari. Donc ça peut excuser un peu les choses. Deuxième chose, un peu plus sérieuse, je voudrais reparler de Mayotte parce que on a reçu une époque au CNTFCH Gunther Poli, qui travaille notamment avec Idriss Aberkane et qui a la chance en tant qu'investisseur privé de pouvoir développer des méthodes qui permettent de donner l'indépendance énergétique et de développer un certain nombre de pays et notamment des îles, comme il l'a fait aux Canaries avec l'île d'El Hierro, où il y a aucune ressource naturelle, mais il y a le soleil. Et avec le soleil, on peut faire beaucoup de choses. Avec le soleil, on peut produire de l'électricité et après, on a des moyens de la stocker, soit par des bassins
atteindre de différentes hauteurs, soit par des moyens de conservation de l'énergie, soit par des systèmes d'inertie, par des systèmes d'air comprimé ou par des systèmes de sel fondu, etc. Et donc, la première source de redressement pour un pays pour une île comme Mayotte, pour un département comme Mayotte, ce serait déjà d'utiliser l'énergie solaire. Et puis de pouvoir développer véritablement d'une façon rapide, sans passer par les gouvernements, parce que Macron a beau dire qu'en 2-3 ans, il va redévelopper et reconstruire en Mayotte. On a vu, il avait déjà annoncé ça il y a 7 ans, il n'a rien fait du tout. Donc, il faut faire appel au peuple, c'est-à-dire à des gens qui sont des investisseurs privés et qui peuvent développer d'une manière efficace et d'une manière intelligente des endroits comme Mayotte, et notamment aussi utiliser la mer tout autour de l'île pour produire notamment des algues qui vont permettre de produire du gaz, etc., ce qui donne là aussi des possibilités d'indépendance énergétique. Et donc, quand on a l'énergie, à partir du moment où on a l'énergie, on peut tout faire. On peut dessaler l'eau de mer, on peut permettre aux gens donc d'avoir de l'eau à volonté, on peut développer des constructions, on peut faire tout ce qu'on veut à partir du moment où on a la volonté et à partir du moment où on ne passe pas par toutes les magouilles gouvernementales et on passe par des investissements privés. Je suis sûr, par exemple, qu'un type comme Elon Musk, si on lui donnait les moyens, il n'attendrait pas 5 ans ni 2 ans pour reconstruire une île comme Mayotte. Mais c'est une question de volonté privée et encore une fois, comme on le dit nous au Conseil national de transition français Canal historique, c'est une volonté qui doit passer uniquement par le peuple et que ce soit les peuples qui cèdent entre eux sans passer par toutes les magouilles gouvernementales de l'oligarchie. Tu as absolument raison, Bruno, quand tu parles de la présence féminine qui nous manque dans cette émission. Oui, on devrait respecter la parité. Nous sommes 4 jeunes hommes. Il nous faudrait donc 4 demoiselles, ou peut-être 3, de façon à avoir, collé à notre temps. La parité, c'est important. Surtout qu'elles sont présentes, mais pas forcément en face avant comme nous sommes nous. Elles sont présentes dans les réunions, elles sont présentes dans les actions, elles sont présentes sur des actions d'envoi de courrier à un certain nombre de personnes en France. Il y a beaucoup de dames, et je dirais même très majoritairement des dames chez nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on chacun son rôle, lesquels elles sont dans des travaux un peu cachés et ingrats. Quand nous avons la chance de parler à tout ce public. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Alors effectivement, on invite toutes ces dames, et je le fais régulièrement, et c'est pas qu'elles veulent pas, mais elles ont effectivement un emploi du temps en plus, peut-être plus serré que le nôtre, je ne sais pas. C'est pas évident d'assumer également la présence d'une caméra, je peux vous le dire, venant de la radio où j'étais un poisson dans l'eau, aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile d'être filmé et de devoir gérer tout ça, donc je comprends tout à fait ce qu'il se passe par rapport à cette parité que nous ne respectons hélas pas. Exactement. Donc merci à ces dames. Alors ce que j'aime bien, j'ai entendu de la décentralisation de ce que vient de dire Bruno. C'est une excellente expression, je trouve. Il existe aujourd'hui, comme chacun sait, la finance décentralisée qui se passe des banques, en quelque sorte. On pourrait tout aussi bien avoir un gouvernement décentralisé, c'est-à-dire que cette nouvelle démocratie que nous amenons avec nous, que nous portons et que nous allons chercher dans les exemples, notamment 2500 ans avant Jésus-Christ, puisque c'est là qu'elle a existé. C'est pas là qu'elle a débuté, c'est là qu'elle a existé pendant un certain nombre de dizaines d'années. Eh bien, cette démocratie-là, elle était un gouvernement décentralisé dans la mesure où il n'obéissait plus, il n'était plus piloté par des oligarques, par des rois, par des tyrans, etc. Mais une forme de décentralisation qui répartit le pouvoir sur l'ensemble du peuple, l'ensemble des citoyens. Voilà une image qui me plaît. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut démarrer sur le sujet de ce soir? Absolument. Je vais faire un petit rappel quand même de la dernière émission, 2025, année de la transition. Donc il était tout à fait normal pour ce soir de réfléchir là-dessus. Le Conseil national de transition français, Canal historique, fait avancer son projet. Et oui, donc on n'en est pas à l'heure des bilans, puisque tout avance chaque jour qui amène son lot d'informations, de surprises plus ou moins bonnes, voilà, un pas en avant, deux en arrière, etc. Nous sommes évidemment dans une période de mouvante. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est plein de personnes qui sont pas forcément d'ailleurs adhérentes au CNTFCH, mais qui ressentent dans leur quotidien que les choses bougent, qui ressentent parfois même dans leur corps que les énergies, les travaillent, comme on dit, et qui sont soit ralenties, soit accélérées, enfin qui sont en tout cas modifiées par rapport à leur situation habituelle.
Alors moi, ce que j'ai envie de dire pour démarrer dans le vif du sujet, qu'une fois qu'on a fait tous les constats au sein du CNTFCH, on a fait tous les constats importants, hein, c'est-à-dire qu'on a dénoncé les manœuvres des sociétés de pharmacie, qu'on a parlé de la santé, qu'on a parlé de la dette, qu'on a parlé des guerres, des trafics humains, ouais, etc., etc. Comment aujourd'hui, dans ce contexte-là, une fois qu'on a parlé de tout ça, faire preuve d'optimisme avec nous, avec le CNTFCH? C'est vrai qu'on pourrait dire, bah, c'est des gens qui ne nous annoncent que des mauvaises nouvelles ou qui ne nous montrent que des choses affreuses. Bah, c'est pas le but de la manœuvre, bien au contraire, hein. Malheureusement, on est obligé de tenir compte du réel. Bien sûr que ce réel n'est pas toujours très drôle, mais on est aussi capable de voir les belles choses. Alors, je vais en citer une qui me vient à l'esprit, qui est pas toute récente, mais qui m'avait marqué à ce moment-là, c'est Monsieur Julian Assange, monsieur le lanceur d'alerte, comme tout le monde le sait, hein, qui a passé un certain nombre d'années en prison et que nous avons tous vu sortir de derrière un rideau un jour J, qu'il est arrivé en Australie, je crois, hein, et on l'a vu en costume, cravate, ou sans cravate peut-être, mais en tout cas en costume, très élégant, très svelte. Je dis pas maigre, je dis svelte. Voilà, un homme qui semblait avoir une vie dite normale, voire même une vie de sportif ou une vie d'homme qui a vécu une vie saine. Il ne donnait pas l'impression de sortir de prison. Voilà, c'est ça que je voulais simplement dire. Sans conclusion aucune, mais c'est quand même remarquable de voir à quel point cet homme s'est réintégré aussi vite dans la vie normale après avoir été incarcéré et mis justement en confinement, hein, lui-même, hein, avec ou sans Covid. Il a été confiné, ça c'est sûr. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Et il ressort, il a l'air d'être un être social qui n'a pas été désocialisé pendant 14 ans. En tout cas, c'est pas l'impression qu'il donne. Tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. Et on espère le même bonheur. On espère que la même chose aussi agréable arrivera à Monsieur Rainer Fulmich, qui est un avocat allemand, comme certaines personnes peuvent le savoir, et qui a beaucoup travaillé sur justement la mise en évidence de toutes choses qui sont pas du tout claires sur la vaccination. Donc on sait de quoi on parle, et en particulier ce qui concerne la Covid-19, voilà. Et ça lui a coûté cette audace, puisqu'il s'agissait d'une audace d'aller dire la vérité à des juges. À cette époque-là, ça lui a coûté l'emprisonnement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les siennes, évidemment, avec celles qu'il apportait. Et donc, il a été contré en quelque sorte par des gens très très bien informés et très très malveillants à son égard, qui l'ont embastillé avant toute forme de procès, c'est le cas de le dire, et qui ont fait que pendant un temps qui dure toujours, il n'est toujours pas en mesure d'apporter les preuves de son innocence parce qu'on ne lui donne pas les moyens, tout simplement. En tout cas, ce sont les paroles de son avocat que nous essayons ici de porter. Donc, on espère que M. Fulmich, eh bien, aura les mêmes, je dirais, les mêmes prérogatives, en tout cas les mêmes issues heureuses que Monsieur Assange. On lui souhaite vivement. Alors il est plus près de nous puisqu'il est allemand lui, et que, ben, ma foi, on espère que les Allemands aussi sauront le protéger, faire en sorte de faire jouer son avocat le mieux possible pour qu'il sorte le mieux possible de ce pétrin, car c'en est un, et qu'il puisse faire valoir ses arguments pour retourner sur l'histoire de la vax justement, hein. Alors on regrette que le monde médical, qui sait parfois reconnaître ses erreurs dans le cas du traitement du cholestérol, par exemple, hein. Le traitement du cholestérol, vous savez que c'est quelque chose qui est très variable, hein. Aujourd'hui, on est en train de remettre en cause tout ce qui concerne les statines et l'intérêt des statines, la dangerosité éventuelle des statines et peut-être même la dangerosité du traitement par rapport à la maladie et peut-être même est-ce que c'est pas une maladie. Finalement, c'est très bien d'avoir des taux de cholestérol à tel niveau. En fait, il faut jouer avec les niveaux selon les périodes. Alors, c'est quand on a envie de soigner les gens pour le cholestérol, on baisse le niveau de reconnaissance du cholestérol. Et quand on a envie d'élargir un peu le champ des possibles et de dire après tout le cholestérol c'est pas si méchant que ça, on remonte le niveau. Et là, il y a beaucoup moins de cholestérol évidemment remarqué dans les laboratoires biologiques. Philippe. Oui. Oui, je voulais rajouter à ce que tu as dit sur Assange que j'ai une pensée aussi pour Edward Snowden, qui lui a eu la chance de pouvoir se réfugier en Russie et donc il a été protégé un petit peu des poursuites qu'a dû subir Assange par quoi qu'on pense de Vladimir Poutine, il a quand même été protégé par rapport à ça, hein. Et la protection a été efficace jusqu'au bout, alors que souvenons-nous de la protection de Monsieur Assange. Au début, c'était les Anglais qui finalement ont dit bah non, on vous veut plus. Donc, il est parti dans une
dans une ambassade colombienne, je crois, qui menaçait de le renvoyer aux États-Unis, quoi. Donc, il a vécu sûrement des choses très terribles. Effectivement. Puis, il y a les protections qui marchent, qui sont effectives, puis il y a les protections qui sont dangereuses, quoi. Absolument. Alors concernant le CNTF-CH, bon, je vais répondre à certaines remarques qu'on nous fait régulièrement, que je vois souvent sur notre site ou sur nos pages. Il y a des gens qui disent oui, mais vous dans vos émissions vous expliquez beaucoup de choses, vous parlez beaucoup, mais sur le terrain vous faites quoi? Alors je vais m'adresser aux militaires. Et notamment aux gens de place d'armes et d'autres mouvements militaires ou police pour la vérité et autres professions gendarmes. Et je pense que ce que je vais dire va leur faire comprendre pas mal de choses. Le CNTF-CH n'agit pas que en faisant des émissions, mais il y a tout un travail qui est fait en amont, en arrière, pour la mise en place d'une véritable transition. Parce que dans n'importe quelle opération militaire, avant de commencer à aller sur le terrain, eh bien, il y a tout un travail de préparation, à la fois au niveau stratégie et au niveau logistique. Si par exemple, je cite le débarquement de 1944, avant que le 6 juin intervienne, il y a eu plus d'un an, même 2 ans de préparation, à la fois au niveau technique, à la fois au niveau stratégique, à la fois au niveau légal, à la fois au niveau géographique, au niveau technique. Enfin, toute une série de corps de métier sont intervenus pour pouvoir organiser quelque chose qui se manifesta enfin sur le terrain après beaucoup de temps de préparation. Et là, c'est la même chose. Changer complètement un système en France, pour un pays de 68 millions d'habitants, transformer une république vieillissante et à l'agonie en un système où ce sera une vraie démocratie avec donc un système qui permettra au peuple d'avoir le pouvoir, d'avoir son indépendance et sa souveraineté, ça nécessite toute une organisation préalable. On peut pas rentrer comme le voudraient certains révolutionnaires, je peux parler de Mélenchon et d'autres, tout casser, et puis à partir du moment où on casse tout, comme l'a fait Robespierre, on tue des gens, on détruit, et puis après, pour reconstruire, eh ben, on a que nos yeux pour pleurer, et ça coûte un argent fou au peuple, et en plus, et ça coûte des vies. Donc, il n'est pas question de faire une révolution, il est question simplement de changer un système en douceur, mais donc pour changer un système en douceur, il faut passer à un système, je dirais, qui serait une anarchie organisée, c'est-à-dire que c'est le peuple qui prend le pouvoir, mais d'une manière organisée pour que les choses se passent correctement, d'une manière bénéfique, d'une manière bienveillante et en douceur. Et donc tout ça, ça nécessite tout un travail de mise en place avec des juristes, avec des avocats, que ce soit pour l'élaboration d'une nouvelle constitution, que ce soit pour l'élaboration d'un calendrier qui va permettre de démarrer une transition à la fois au niveau financier, au niveau monétaire et au niveau juridique, pour que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen soit respectée une fois pour toutes et qu'on puisse mettre en place un système politique général où les partis politiques n'existeront plus et où le tirage au sort de citoyens volontaires remplacera le système actuel qui est complètement corrompu. Et donc tout ça nécessite toute une organisation technique, une organisation au niveau communication, au niveau des médias, pour que le peuple soit informé de ce qui va se passer d'une manière claire et simple. Et déjà actuellement, 90% de notre travail, en dehors de ce qui se fait donc dans l'ombre avec les avocats et avec la mise en place de la nouvelle constitution, il y a un travail énorme que nous faisons là, notamment avec les émissions, mais d'une autre manière aussi, par la communication et informer sans arrêt le peuple qu'une autre voie existe. Il suffit d'aller sur notre présentation publique à la fin et de voir toutes les actions qui ont été faites depuis 4 ans. Donc, on a aussi fait des actions sur le terrain. On a aussi participé à des réunions, à des manifestations, mais on est absolument contre la notion de manifestation dans la rue et à la notion aussi de pétition, parce qu'on ne peut pas manifester ou envoyer des pétitions à un gouvernement qui, par définition, est composé d'usurpateurs, d'oligarques qui s'en fichent complètement de ce qu'on peut faire et qui, même au contraire, font tout pour nous étouffer et pour essayer de nous rendre violents pour que justement ils puissent nous attaquer comme ils ont fait au niveau des Gilets jaunes. Donc on agit dans la non-violence, on agit dans le droit, on agit dans le juridique, on agit en douceur,
avec des choses visibles et des choses qui sont moins visibles parce que le travail se fait en amont par derrière. Voilà ce que je voulais dire pour répondre un petit peu à tous ceux qui nous posent des questions sur ce qu'on fait réellement au niveau du Conseil national de transition français Canal historique. Ah, oui, tout de suite une petite mise au point en ce qui concerne la place d'armes que tu as citée. Ce ne sont pas des militaires, hein, je précise. Ce sont des gens qui peuvent à un moment donné défiler à des occasions particulières en tenue parce qu'ils ont été militaires et parce qu'ils y ont droit et parce que c'est déjà arrivé. Mais ce ne sont pas des gens qui ont vocation à rejoindre des pelotons. Voilà, ce sont des réservistes la plupart du temps. Mais l'association elle-même n'est pas une association, à ma connaissance, militaire. J'en dirais pas autant de Police pour la vérité, qui effectivement peut être une association, qui est une association dans laquelle il y a des policiers en activité. Et Profession Gendarme que tu as également cité, effectivement, on est un peu là. Je pense que c'est véritablement juste un site tenu par une seule personne bien connue qu'on connaît bien. Et qui est élu ou pas, selon qu'on est un gendarme intéressé par cette chaîne ou pas. Voilà, donc voilà comment ça s'articule les choses. Nous, de notre côté, effectivement, on développe pas mal de trucs, pas mal de choses, je vais pas revenir dessus. Et effectivement, là où je veux insister, c'est sur le droit et la paix, quoi. C'est-à-dire que nous, on avance que avec des choses légales. Et dans la pacification, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'intention d'enfoncer des grilles, que ce soit à Matignon ou ailleurs. On n'a pas du tout l'intention de défiler dans la rue parce qu'il y a longtemps qu'on a compris que ça servait pas à grand chose et que c'était pas là que la bataille se jouait. Elle se joue pas non plus aux élections parce qu'on a tous bien compris que c'était un peu compliqué de lutter contre les machines, n'est-ce pas, hein, pour les élections. Et donc, elle se joue ailleurs. Donc, elle se joue ailleurs déjà de la France, puisque nous savons que nous sommes pas le pays, la France n'est pas le seul pays qui est en ébullition par rapport à un projet politique de changement, hein, tout simplement. Changement non seulement de tête, évidemment, non seulement de vote, mais changement de paradigme, comme nous avons coutume de le dire, c'est-à-dire remplacer ce que nous vivons aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, une république vieillissante et mourante, par quelque chose qui soit démocratique. Alors démocratique, c'est un terme que tout le monde entend depuis à peu près 2 siècles et qui ne correspond plus à grand-chose. Autant la République, elle semble moribonde et personne ne veut plus de République. En tout cas, tous les gens qu'on fréquente disent j'en ai assez de cette République. Autant la démocratie dans son ensemble et dans son principe est mal connue et mal jugée également parce qu'elle n'a pas conduit vers plus de succès que la République. D'ailleurs, pour la plupart des gens, l'un égale l'autre et l'autre égale l'une. Alors évidemment, c'est de ça que nous nous employons à corriger. C'est une idée fausse. Cette idée est fausse que par la démocratie, elle n'est pas notre démocratie, en tout cas telle qu'on l'a conçue. Elle n'a pas rendu le bon service. Par contre, il n'existe pas plusieurs démocraties. Il n'en existe qu'une seule, une seule application possible, qui a eu lieu pendant 140 années environ, 2500 ans avant nous. Hein, voilà. 500 ans avant Jésus-Christ. Et donc, tout ça pour dire que cette démocratie, elle existe bel et bien, et que nous avons à cœur chez nous de la réhabiliter, de la retoiletter, et faire plus que de la retoiletter, de la remettre à l'ordre du jour, et de faire en sorte qu'elle occupe toutes nos pensées, car cette démocratie, c'est au moins autant, comme le dit souvent Sylvain ici, un art de vivre que faire de la politique. On ne fait pas de politique en démocratie, on a un art de vivre ensemble, et on applique des règles de choix, des règles de votation, et on vote plus pour les personnes, et on ne se fait plus représenter. Ça n'existe plus, la représentation. C'est le point essentiel est là, sur lequel on insistera toujours pour rappeler ce que c'est que la démocratie que nous défendons bec et ongle aujourd'hui. Voilà. On peut dire aussi, Philippe, inversement aussi, que en démocratie, tout le monde fait de la politique. C'est-à-dire que chaque personne au niveau du peuple a son mot à dire et dit son mot et il est écouté, contrairement à ce qui se passe actuellement. Et on va donner l'exemple. Jean-Pierre, as-tu un mot à dire, s'il te plaît? Oui, je continuerai en disant que chaque être est le politicien de sa propre vie et de sa coopération avec les autres. Et le politicien, je l'écrirai avec un P majuscule, tout en restant humble. Et c'est le problème des faux politiciens qui se targuent de faire de la politique et qui, en fait, comme je l'ai dit une autre fois, organisent plutôt la mort de la cité. Donc ça suppose de l'humilité. Et c'est peut-être aussi l'apanage de beaucoup d'entre nous, particulièrement des femmes qui ne sont pas visibles dans cette émission, mais qui font un boulot humble
pour lequel je suis très ému. Un boulot discret et pas moins efficace. On peut dire, Jean-Pierre, que le CNTFCH est comme un iceberg, il n'y a que 10% qui apparaissent à la surface et tout le reste se fait en dessous. Voilà. Oui, c'est vrai. Il y a eu quelques personnes ont su nous dire que puisque nous avançons visage découvert, pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas, ils ne connaissent pas encore notre constitution, pourquoi ils ne savent pas tout ce qu'on fait derrière, qu'on vient d'évoquer. C'est pas qu'on est fermé, au contraire, tout ça va être divulgué, bien évidemment. Mais vous savez, vous ne divulguez pas quelque chose qui n'est pas terminé de monter, qui n'est pas terminé de fabriquer. Vous convoquez pas le public quand la pièce en est à la couturière, comme on dit à la pièce de théâtre. Le public va venir quand toutes les pièces seront mises ensemble et que toutes les répétitions auront terminé. Nous, on est dans ce cas-là. Il y a déjà pas mal de choses diffusées sur notre site conseilnational.fr. Il suffit d'aller voir le résumé des mesures principales de notre programme. Il y a beaucoup de choses qui sont diffusées il y a tout ce qui a été fait dans le passé au niveau des sommations qui ont été envoyées aux ministres, etc. Tout est sur notre site. Tout peut être vu et regardé, analysé par tout le monde. Absolument. Alors, j'aimerais ajouter que nous avons une ressemblance avec le bambou qui met des années à faire des racines sous terre, à peu près 7 ans. Une fois qu'il a fait ses racines, il croît très vite à la verticale, ce qui permet au peuple qui cultive le bambou de l'utiliser abondamment pour tous les besoins quotidiens quasiment. Donc nous sommes un peu comme cela. Nous développons non seulement des actes concrets, mais aussi la conscience que chacun peut agir pour le bien de tous et de soi-même. Et cette conscience met du temps à prendre sa place dans l'esprit des gens, puisque tous nos peuples ont été éduqués en disant « mais de toute façon, on ne peut rien y changer, il y a des gens qui pensent pour nous ». Et on n'a plus qu'à finalement voter pour l'un d'eux et accepter tout ce qui va se passer après. Non, cela met du temps. Et une fois qu'une idée est clarifiée, elle se manifeste. Mais il s'agit de chacun, que l'on soit adhérent du Conseil national de transition français canal historique ou non. Il s'agit de changer son comportement de pensée. À savoir que nous avons été éduqués pour penser guerre, pour penser gagnant et perdant, pour penser si je ne t'écrase pas, je me fais écraser par toi. Et ce sont des pensées complètement fallacieuses et antinaturelles. La nature fonctionne par coopération. Donc, il s'agit de changer chacun à son niveau, qu'il soit public ou même chez lui, son comportement. Je peux coopérer avec les autres. C'est ça la grande nouvelle que nous promouvons. Nous pouvons coopérer tous et toutes, les uns et les unes avec les autres. Merci d'avoir entendu. Tu as absolument raison de dire, Jean-Pierre, que nous ressemblons au bambou, et je vais expliquer pourquoi, parce que effectivement le CNTF plie, mais ne rompt pas. Je voudrais rajouter à ce que tu dis, Jean-Pierre, je vais revenir sur ce que je disais au début concernant les femmes, celles qui nous écoutent et celles qui participent quand elles peuvent venir. C'est que souvent, dans beaucoup de ménages, ce sont les femmes qui tiennent les comptes. Et un jour, lors de la commission finance, il y a une femme qui participait avec nous qui a dit « Mais moi, comment je peux m'occuper de la politique au niveau national, au niveau de la France, parce que moi, j'y connais rien. » Je lui ai répondu « Ah bon ? Pourtant, tu sais ce qu'il faut que tu dépenses quand tu vas acheter à manger, tu sais ce qu'il faut que tu mettes de côté pour pouvoir améliorer ta vie plus tard, et tu sais aussi combien tu gagnes tous les mois. » Donc j'ai dit c'est simple, pour gérer un pays comme la France, contrairement à ce que tous les faux économistes et tous les politiciens veulent nous faire croire, c'est pas plus compliqué que ça, il suffit de faire la même chose mais en rajoutant 5 ou 6 zéros. Et à partir de là, on gère les choses beaucoup plus facilement et beaucoup mieux et les pays se développent bien. C'est pas tout à fait vrai que les femmes tiennent les comptes. N'oublie pas, Bruno, aujourd'hui, il y a la parité, puis nous avons changé un peu de génération. Il y a des messieurs qui sont quand même assez indépendants aussi et qui tiennent leur compte. Serviteurs, évidemment. Ouais, j'aurais aussi rajouté que si on emprunte en tant que pays à notre propre banque plutôt que sur les marchés extérieurs à des taux énormes, même si ça nous permet d'emprunter beaucoup plus, eh bien, si on garde sur la première option, on est sûr de récupérer un pays sans dette assez rapidement. Voilà. Et ça, c'est des choses qui avancent mieux. Oui, et puis on commence par aider ses propres enfants avant d'aller aider les enfants du voisin.
Et puis, quand on a une maison, on laisse pas la porte ouverte à tout le monde. Parce que nous sommes dans un peuple qui ne respecte pas l'intimité de chacun. Il y a des peuples où il y a une couverture en guise de porte et où il ne viendra à l'idée de personne de franchir cette couverture. Oh, l'intimité de chacun aujourd'hui est étalée au grand jour, hein. C'est ce que font les médias, les réseaux sociaux et ce genre de choses. Voilà. Bon, eh bien, je crois que nous en avons fini. Vous m'accordez de pouvoir conclure ? Super. Oui. Alors, je vais vous souhaiter un week-end chaleureux, enchanteur, épanouissant, musical et dansant si possible. Je vous rappelle que sourire, c'est s'affranchir de la dictature. Affranchissons-nous et passons un bon week-end. Merci Bruno, merci Philippe, merci Jean-Pierre, merci à vous également. Excellent week-end et rendez-vous lundi.